Bonsoir à tous de manière officielle, bonsoir à ceux qui prendront la vidéo plus tard en ligne. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière séance et dernière visioconférence vis-à-vis de la partie structure. Et aujourd'hui, finalement, on va travailler sur vos projets du chapitre 11. Alors, j'en ai lu quelques-uns, enfin, je les ai tous lus, j'en ai retenu quelques-uns. On va essayer de décortiquer un petit peu. Et un quatrième que j'ai reçu ce soir, donc faudra m'excuser finalement un petit peu du manque de professionnalisme, du manque de, comment dire, pas de professionnalisme, mais de, de réflexion sur le sujet, puisque je l'ai reçu que ce soir. Alors, je vais encore partager mon écran, hop, comme j'avais pu le faire la dernière fois. Voilà, est-ce que vous voyez tous mon écran? Hop. Parfait. Alors, on gardera celui-là pour la fin. Ça me laissera un petit peu le temps de réfléchir. Alors, nous allons commencer par euh, ce projet. Alors, de manière simple, ce projet donc, consiste à une modification d'ouvrage existant et plus précisément la suppression de ce poteau sur une maison. À la lecture du document, il semble que ce poteau soit porteur et nous avons à notre disposition quelques plans que nous a fournis le rédacteur du projet. Alors, il s'agit d'une maison datant de 1950, située dans un département de Savoie sur la commune de Chambéry. Le terrain d'emprise comprend un parcelle 134, voire extrait ci-dessous. Donc cadastre, localisation, ok. Il s'agit d'une maison de ville construite sur un terrain en pente. Elle est constituée du niveau rez-de-jardin, ossature béton partiellement enterrée, niveau rez-de-chaussée, ossature béton, un étage structure bois compris plancher bas, toiture et tuiles sur charpente bois. Et nous avons ici les plans. J'en conclus que toute cette partie-là est en béton et que toute cette partie-là est, elle, en bois. Euh, que dire par rapport au document à proprement parler? Une photo de la façade aurait peut-être été intéressante de manière esthétiquement plus se rendre compte de ça finalement et de la partie en, en dévers. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Euh, Qu'est-ce que moi j'aurais à dire sur ce document, sur cette analyse? Alors, la préconisation que le rédacteur prévoit est la mise en place d'un IPN ou d'une poutre béton, ce qui paraît totalement cohérent au vu des travaux qu'on aurait pu voir. Il prévoit même, enfin, il nous fait la partie étude de structure, et ça s'arrête là. Donc, et à la fin, il prévoit un IPE de 160. Alors, ces travaux-là, euh, la suppression d'un poteau et la mise en place d'une poutre, que ce soit béton ou d'ailleurs IPN, me pose personnellement un réel problème. Je vais vous expliquer plus précisément. Alors, je fais un imprimé écran, j'ouvre Paint, de manière à bien vous faire comprendre. Et là encore, je vais vous expliquer en quoi la partie structure est intéressante. Alors, euh, à l'heure actuelle, on a une descente de charge applicable. Descente de charge, donc qui descend, hop, bref, c'est pas forcément droit, mais l'idée c'est de comprendre. Qui descend comme ça, et voilà. Comprenez tous cette descente de charge, finalement, c'est le poids qui est supporté par la charpente, enfin que supporte cette poutre à l'heure actuelle par la charpente et par les murs au-dessus, et le plancher. Ça vous parle, ça ou pas? Oui, ça pose pas de soucis à personne. Bon, très bien. Alors, voilà. Bon, j'ai fini ma descente de charge, elle est jolie. Euh, alors, non, non, hop, à l'heure actuelle, en quoi moi ça me pose problème? Remplacer ça par une structure en métal, ici. Ça, c'est le projet initial. Induit la chose suivante,
c'est que cette descente de charge qui initialement était reportée en partie sur ce poteau et en partie sur les murs, ok, jusque-là, va par la suite, lors de la mise en place de cette poutre IPN, va par la suite être redirigée exclusivement vers les murs. Est-ce que pour le moment vous comprenez la logique du truc? Oui, très bien. Oui, oui. Ok. Bon, la problématique de... Alors, ces travaux-là, à l'heure actuelle, c'est des travaux que réalisent la plupart des maçons et qui, moi, à chaque fois, me posent problème pour la simple et unique raison. C'est que, en aucun cas, nous ne pouvons vérifier que le mur qui est ici et ici, tout comme les fondations, d'ailleurs, supporteront la nouvelle charge. En effet, vous avez une contrainte supplémentaire qui vient s'ajouter à la contrainte initiale. Et pour cause. Tout le poids qui était reporté là va se répartir ici et ici. Alors, Stéphane est en train d'écrire. Alors, pourquoi on ne peut pas justifier le mur? Alors, on peut totalement le justifier. Sauf qu'à l'heure actuelle, dans le projet, que je vais vous faire voir, en aucun cas, il n'est fait mention du mur. Alors, le justifier, oui. Alors, on peut le justifier par tout un tas de diagnostics. Maintenant, vous avez tous les cours qu'il vous faut. Et calculer, vérifier que le mur qui est ici supportera bien la nouvelle charge. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas prouvé. Donc ça me pose un réel problème. Ok. Alors, soit on le prouve, soit on n'a pas les outils de mesure, etc. Soit la solution qui peut être reprise, enfin préconisée, c'est bien de mettre cette poutre IPN ou poutre béton, mais c'est finalement d'élargir un peu plus, et afin de créer ici et ici des poteaux sur lesquels, alors après, euh, j'ai pas trouvé la localisation, voir si c'était au rez-de-chaussée, à l'étage, etc. Mais peu importe, l'idée est là, c'est de mettre un IPN ou une poutre suivi de poteaux béton. Alors il n'y a pas besoin d'un gros poteau, hein, un 15 par 15, 20 par 20, ça suffit largement pour un tel ouvrage. Et ici, d'y refaire potentiellement une fondation, donc un massif. Est-ce que vous comprenez la logique? Puisque ne pas vérifier les murs, peut-être que, alors pour un cas comme ça, a priori ça passe, mais pour un cas un peu plus important, n'est pas forcément sûr. Si ici on était sur pieu, fondation en pieu, est-ce que rajouter des charges sur le pieu, est-ce que le pieu va le supporter? Etc. etc. Ce type d'ouverture, on le trouve fréquemment sur les maisons en pierre, où les architectes ou même les clients veulent réaliser des grandes pièces, puisque finalement c'est ce qu'on demande à l'heure actuelle à nos pièces, qu'elles soient grandes et spacieuses. Et du coup, les clients souhaitent faire une ouverture. Problématique, c'est qu'en général, l'artisan, ici, il place une poutre et en aucun cas ne s'intéresse au mur. Ok pour ça ou pas? Alors, question, comment pourrait-on vérifier la stabilité du mur? Quel diagnostic pourrait-on utiliser? Sachant, bon, là que c'était du béton, ou si on avait la même chose sur de la pierre, puisque ce type d'ouverture se trouve fréquemment sur des murs en pierre. Alors, vérification de la section si on est sur du béton, ouais, en effet. Alors la question, elle est encore, c'est vérification de la section, mais par rapport à quel règlement? Puisque ici, on peut voir, hein, mais il n'y a pas la date de l'ouvrage. Alors j'imagine... Ah si, 1950. 1950, ce qui signifie qu'on s'applique sur quel... on s'applique sur les eurocodes, on s'applique... voilà, la question elle est là. Comment s'assurer que la taille des aciers qui sont dans le béton? Donc là, on peut aller chercher un, comment dire, un diagnostic afin de vérifier la section d'acier. Et
Ensuite, vérifier de manière calculatoire la section d'acier minimum, la section de béton minimum, et de comparer. Ah tiens, ça ressemblerait pas au TD1 que je vous aurais donné. Voilà. Mathieu. Ah, bon, Mathieu avant. Bon. Voilà. Donc voilà l'idée, finalement, elle est là. C'est pour ce type d'ouverture, créer une ouverture, mettre une poutre, c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs la seule solution. Mais attention toujours à où vont les charges qui sont reportées, puisque ces charges-là disparaissent pas. Et est-on sûr que les éléments qui emmènent les contraintes jusqu'au sol sont suffisamment dimensionnés? Attention à ça, toujours. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Moi, je voulais mettre le doigt là-dessus, vous faire comprendre ça, puisque ça, c'est le genre d'erreur. Enfin, pour moi, c'est une erreur. Concrètement, en tant que contrôleur technique, si j'avais contrôlé ça, je ne le validerais pas. Puisque pour moi, on n'est pas forcément sûr, à l'heure actuelle, que le mur puisse supporter, que les fondations puissent supporter. Et là encore, connaître la nature de l'ouvrage en place est là encore totalement important. Des questions sur ce sujet? Oui? Non? Ok. Deuxième sujet. Hop, j'en ai 4 en tout, plus le cinquième que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, on est sur projet de remplacement d'une couverture existante. Alors, de manière simple, ici, c'est la couverture qui est ici, est en plaque ondulée, donc ce qu'on appelle une couverture légère. Cause, suivant la norme NFP 00104, on est sur du 17 kg par mètre carré. Et après étude, le client souhaite remplacer donc cette fameuse couverture en une couverture, un autre type de couverture, qui soit plus joli, qui soit, enfin, peu importe les critères. Ah, peu importe les critères, mais il veut un truc plus joli et peut-être un peu plus durable. Donc il propose tuile mécanique, tôle de type bac acier ou plaque de type panneau tuile. Ensuite, il fait une légère analyse des pentes et il considère que la pente existante est de 20%. Jusque-là, tout va bien ou pas? Donc là, on est sur connaissance du bâti actuel. 20 degrés, pardon, pas 20%. Tout à fait, Stéphane. Donc 20 degrés. Support existant. Actuellement, les plaques ondulées pour 1 entre deux pannes est de 1,25 m. Donc, l'auteur de ce rapport préconise de changer le type de charpente de manière à supporter une charpente lourde. Il a totalement raison. Mais là encore, on est toujours sur cette problématique. Est-ce que les nouvelles charges peuvent redescendre jusqu'au sol? En aucun cas, ça a été considéré. Donc il fait le calcul des chevrons, de la charpente, là il n'y a pas de souci, avec une descente de charge, tout bien. Mais question, est-ce que la modification que l'on veut apporter, est-ce que la structure est capable de la supporter et de l'emmener jusqu'au sol? Donc, je zoome, hop. Puisqu'on passe d'une charpente de 17 kg par mètre carré à un choix qui a été fait de tuiles mécaniques, hop, et dont le poids est de entre 40 et 60 kg par mètre carré suivant la réglementation. Alors, moi je l'ai sorti. Le logement, il est situé par là, grossièrement, zone 2. Et la réglementation nous dit que... Hop, alors, je cherche la bonne page. Alors, ici. Donc, voilà. Ici, nous avions, à l'heure actuelle, une couverture en éléments autoporteurs, plaque ondulée, 17 kg par mètre carré, et nous passons à de la tuile qui est entre tuile mécanique entre 40 et 60 kg par mètre carré, y compris couverture.
Alors, euh, certes, ça peut paraître léger, 20 à 40 kilos de différence. Mais c'est vraiment un réflexe à avoir. Est-ce que cette nouvelle charge, est-ce qu'on peut l'emmener jusqu'au sol? La question, elle est là, quoi. Ensuite, deuxième question. Ici. Donc voilà. Bon, a priori, pour un tel chantier, là encore, ça peut passer, à mon avis. Mais ça semble pertinent quand même de regarder. Est-ce que les fondations peuvent supporter? Est-ce que les murs peuvent supporter? Est-ce que, puisqu'ici on voit sur la photo, la poutre a travaillé dans ce sens-là, voilà, on voit les têtes de charpente. Et est-ce que du coup, ici, le linteau peut le supporter, cette nouvelle charge? Voilà, ça c'est le genre de question à se poser. Ok. Ensuite, deuxième question que l'auteur ne s'est pas posée, qui peut me poser problème. Donc on a un choix qui a été fait, qui est de la tuile mécanique. Voilà, et par rapport au prix en plus, donc c'est intéressant, il considère la réglementation, le coût, tout bien. La réglementation d'urbanisme dit que les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, tout ça, tout ça. De ce fait, et comme la toiture sera visible depuis la route, il est préférable d'abandonner la solution du bac acier vis-à-vis de la réglementation d'urbanisme. Sauf que, moi, il y a autre chose qui me pose problème. Donc, il laisse le choix, ensuite, préconisation 1, tuile mécanique ou panneau de cul. Mais il laisse le choix. Mais, pardon, excusez-moi. Euh, l'auteur, ici, ne considère qu'une seule réglementation. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont applicables au toit. Et notamment, hop, je cherche mon document, ici. Ah, j'ai déjà repéré la page, ça va aller plus vite. 144. Donc, ici, le DTU 40.21, si on considère les tuiles mécaniques, considère un zonage. Donc ici, on est en zone 2. C'est situé ici, grossièrement. Zone 2. Et on considère que les rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale, donc a priori on est dans ce cas-là, doivent avoir en situation normale ou exposée, donc là encore je me réfère à la photo, hein, qui est ici. Donc on est en situation normale, voire même exposée, considère la pente minimum. Hop, je ferme au fur et à mesure, parce que si vous voyez, je m'y perds. Sinon. Donc ici, avec écran zone 2, ici, avec écran, on doit avoir une pente minimum de 23%, ce coup-ci, ou de 27% avec écran. Alors le 20 degrés, ça correspond. Mais ça n'a pas été on n'a pas vérifié ça. On ne voit pas clairement que ça a été vérifié. Lorsque l'on... Oui, Stéphane. Alors 1 mètre par mètre, ça fait 1%. Et pas de degrés, c'est bien ce que je dis. Sur le document, il y avait du 20 degrés. Voilà, je l'avais trouvé tout à l'heure. Voilà, 20 degrés, pente actuelle est de 20 degrés. Et 27%, c'est... Donc là, en effet, ça respecte la réglementation. Mais, euh, mais voilà, ça aurait été bien de le stipuler. On est toujours dans cette... Alors avec... Alors je finis. On est toujours dans cette optique de prouver nos dires. On propose quelque chose, on prouve que c'est viable. Voilà. Alors, j'ai vérifié les pentes, c'est sur le rapport. Donc j'en conclus que c'est votre rapport, Stéphane. Hop. Euh, il est ici. Vous voyez mon écran? Vous m'orientez? Plus bas, plus haut? Puisque là, vous avez vérifié les pentes. Pente 1. D'accord. C'est bien cette partie-là? Alors, excusez-moi, je l'avais pas vu. Très bien. Alors oui, en effet, excusez-moi. Clairement, je ne l'avais pas vu. C'est pas facile de faire des choses partant de vos documents. Mais voilà, oui, en effet, il l'avait bien vu. Donc là, et là, du coup, je m'en excuse. Stéphane a totalement raison. Il considère
toutes les réglementations du coup qui sont applicables à une couverture. Et donc là, en l'occurrence, on a les différentes pentes et on a aussi la partie urbanisme. Oui. Ensuite, pour répondre à la question d'Elena, que signifie avec écran? Alors, un écran, finalement, c'est une bâche, de manière imagée, mais c'est une bâche que l'on met sous la couverture, de manière à, en cas de fuite d'eau, tout simplement, hein, permettre, euh, permettre malgré tout une étanchéité de la charpente. On peut regarder, hein, écran sous toiture. Hop, aller dans les images, mais de manière, enfin avec une image, ça parlera peut-être plus. Voilà, ici on vient mettre une bâche, on le voit ici, de manière à ce que en cas de trop forte pluie, en cas de la tuile est cassée ou quoi que ce soit, l'étanchéité est assurée à minima. Pour la poudreuse aussi, oui, pour éviter. Alors, la poudreuse, alors oui, on est en montagne. L'objectif, alors on va bien le voir sur cette photo, l'objectif c'est que par exemple, si la poudreuse avait tendance à vouloir s'infiltrer sous la couverture, et lorsqu'elle va fondre, elle va couler sous l'écran, sur l'écran, mais pas sur la charpente, ce qui ne mettra pas en péril la charpente. En effet. D'autres questions, d'autres remarques? Bravo à Stéphane, en effet. Alors l'objectif, voilà, j'y donne mon avis, mais c'est pas l'objectif, il n'est pas de vous descendre, hein. Enfin, voilà, mon objectif, il est à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, on ne parle plus d'enseignant à élève, on parle vraiment de professionnel à professionnel. C'était d'ailleurs ce que je disais dans le début de chapitre, quoi. Enfin, en tout début oui, du programme. C'est que le chapitre 11, c'est vous qui donnez votre bibliothèque et on discute. Et très honnêtement, j'aurais préféré même que ça soit encore plus interactif. Malheureusement, les contraintes techniques ne nous le permettent pas. On passe à un troisième rapport. Alors, même le noir, qui est ici présente. Alors, euh, alors ce diagnostic, j'ai trouvé très intéressant. Alors, je vous explique pourquoi. C'est que c'est une pathologie que l'on trouve très, 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 très fréquemment. Alors, même le noir, ici, précise. Donc, pour une maison, peu importe où elle est située, en l'occurrence, mais précise que il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, j'ai plus la date en tête, l'enduit ici a été remplacé par un enduit ciment. Voilà, alors on le voit bien ici, ce qui a entraîné, alors c'est sa conclusion, et à mon avis elle a totalement raison, ce qui a entraîné ici enfin, de l'humidité qui est sortie par l'intérieur et un cloquage de la peinture. Voilà, on voit bien ici. Alors cette pathologie, c'est quelque chose que l'on trouve très 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 régulièrement et pour plein de raisons. Alors, première raison, il y a une absence, là encore, d'adaptabilité de la maison avec la technique employée. Je me répète, connaître la nature des travaux et connaître la nature de la maison de manière à ne pas faire d'erreur est primordial. Et là, il y a eu une erreur qui est concrète. Deuxième point, qui me semble, enfin deuxième chose pour laquelle on le voit régulièrement, il y a quelques années, il y avait une espèce de mode de pierre apparente. Et du coup, la plupart des enduits sur les maisons en pierre ont été supprimés et afin de remplacer cet enduit par des enduits entre les joints. Sauf que là aussi,
L'enduit qui était mis en place était un enduit imperméable de type ciment et ne permettait plus à la pierre de respirer à proprement parler, puisque 80% de l'humidité qui sort des pierres sort par les joints et 20% par la pierre elle-même. Donc si vous remplacez les joints à la chaux présentes sur les murs en pierre et que vous y mettez du ciment, l'humidité ressort concrètement par l'intérieur, ce qui provoque ici des, euh, du cloquage de peinture. Et ça peut être le moindre mal. Après, vous pouvez avoir du champignon, vous pouvez avoir tout un tas de pathologies inhérentes à une problématique d'humidité. Ça, dans le cours que je vous avais donné, c'était marqué. Alors, je vais faire un petit schéma. Je suis pas très clair ce soir, je suis pas très en forme. Alors, un mur en pierre est constitué, en général, je fais un mur en pierre, de deux parties. Hop. Vous avez ici tout ce côté-là. Hop, on peut même localiser. Ici, en noir, intérieur et extérieur. Hop, on va s'arrêter là. Peignons un petit peu. Hop. Donc, deux parties de pierre et au milieu, en général, de la terre, ce que vous voulez. Mais en général, enfin, concrètement, et désolé du terme, mais en général, c'est une merde qu'on mettait au milieu, les petits cailloux, ce qu'il y avait sous la main. Donc on montait un mur là, on montait un petit mur là, et on remplissait de tout ce qui venait dedans. Puis on montait les pierres au fur et à mesure, comme ça. Hop. Je continue mon petit schéma. Voilà. Je fais des traits volontairement pas forcément droits, puisque les pierres ne sont pas droites. Ou rarement, du coup. Vous y voyez tous sur mon schéma ou pas? Oui. Vous voyez bien la différence de jaune? Sinon, je change de couleur, hein. Très bien. Alors, donc, l'humidité. Reste en jaune, toi. L'humidité. Alors, l'humidité, elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir de la pluie, qui vient vers l'extérieur. Hop, ici. Et les remonter par capillarité. Ici. Et, alors, la pluie qui est ici, si vous ici provoquez une barrière étanche, finalement, par un enduit étanche, cette pluie-là, enfin les entrées d'humidité par la pluie, vous ne les avez plus. En revanche, vous avez toujours cela. Les remontées par capillarité. Ces remontées par capillarité, il faut bien qu'elles sortent. Donc, elles vont sortir à 20%, je vais faire un petit trait, à 20% par les murs et 80%, pardon, et 80% par les joints. Un joint ici et un joint ici. La problématique de boucher par une barrière étanche ici, c'est que ces sorties-là ne peuvent plus se faire. Du coup, l'humidité ressortira totalement par là où elle peut. Et en l'occurrence, ici à l'intérieur. Donc on va repeindre ici le mur en jaune. Ça n'existe plus. Pas bonne idée. Bon. Hop, on va dessiner par-dessus. Donc celle-là n'existe plus. Et du coup, l'humidité ressort forcément par l'intérieur. Sauf que si vous avez ici de la peinture. Alors si vous avez de la pierre apparente, ici vous avez une jolie trace noire, le calcin qui apparaît. Hop, on va le faire en gris. Pierre apparente, humidité qui apparaît, égale calcin. Deuxième solution, vous avez ici de la peinture. Du coup, vous avez
là, des taches de... Enfin, vous voyez, des taches. Des cloquages de peinture. Et enfin, troisième possibilité, vous avez ici du salpêtre qui apparaît. Alors, on va le faire d'une autre couleur, le salpêtre, on va le faire en rouge. Alors le salpêtre, en général, il est sur le premier mètre du mur. Voilà. Donc, la problématique de ça, c'est que visuellement, c'est pas joli. Le cas plus grave, c'est que votre mur ici peut se dédoubler. Tout à l'heure, j'avais insisté sur le fait qu'ici, il y avait un peu n'importe quoi. Du coup, si votre mur est extrêmement humidifié et qu'il a tendance à vouloir se dessécher pour une raison totalement anodine, enfin, il va se dessécher, une grosse chaleur, etc. Vous allez ici avoir une fissure qui va apparaître, et votre mur, au lieu qu'il soit d'un seul bloc, vous allez avoir deux murs différents, avec une résistance mécanique nettement moins importante. Ok? Ou pas pour ce point-là. Ok, ok. N'hésitez pas, hein, si vous avez des points complémentaires, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des choses qui m'ont échappé, il y a des choses qui... Alors, vous ne comprenez pas le coup de la fissure. Alors, imaginez, je vais effacer celle-là, là. Alors, vous imaginez, ici, le mur est rempli d'une matière qui n'est pas de la pierre, qui en général est de la terre, qui est de la terre. Lorsque vous avez ici une remontée par capillarité qui se fait, toute cette partie-là devient humide, et lorsqu'elle va s'assécher, l'eau va créer des tunnels. Hop, blanc. Ici, ça va créer des tunnels. Et des tunnels d'eau, hein, tout simplement. Ouais. Hop. Et la problématique, c'est que si ce mur-là ne touche plus à l'autre, et que c'est sur des grandes longueurs, ces fissures-là, vous avez ce qu'on appelle un dédoublement de mur. Alors, je vais essayer de vous montrer, dans les faits, un dédoublement de mur. Dédoublement de mur en pierre. Image. Alors, euh, où est-ce qu'on pourrait trouver une image? Voilà. Je pense que celle-là, on est pas mal. Vous avez ici deux structures. Non, pas bonne image. Excusez-moi. Voilà. Voilà ce que ça provoque un dédoublement de mur. Concrètement, vous avez deux structures nettement moins euh, solides et, pour des raisons totalement improbables, un élément déclencheur, le mur, risque de s'écrouler. Ça vous parle plus, Christine, ou pas? Il peut se passer sans la paroi imperméable. Alors, en effet, ça peut se passer sans la paroi imperméable, mais le risque est nettement plus accru lorsque la paroi est perméable. Et regardez bien cette photo. Je suis tombé un peu dessus par hasard, mais regardez bien les joints là, qui sont faits. Ça, c'est des joints typiques en ciment qui ont été tracés à la truelle. Ça se retrouve beaucoup en Normandie, ce type de dessin sur la pierre. Ok pour ça? Alors, voilà. Ce cas-là me semblait extrêmement pertinent, puisque c'est ce genre de pathologie ça, c'est de la pathologie récurrente. Alors maintenant, la question, c'est comment on peut, lorsqu'il y a de l'humidité dans le mur, comment est-ce qu'on peut régler le problème? Alors, solution 1, déjà à envisager en priorité, c'est de supprimer
ce mur, cet enduit étanche. Celui-là, on le supprime. La problématique, c'est que l'eau, maintenant, la pierre, elle a été fragilisée, etc. Comment on peut faire? Le salpêtre, il est là, le champignon est là. Comment peut-on faire pour, finalement, et je vais utiliser les guillemets, assécher le mur? Alors, plusieurs solutions. Hop, regardez bien. Comment assécher un mur? Voilà, je me pose une question. C'est la méthode qui m'intéresse. Je vous l'ai dit. Le cours, tout se trouve sur le net. Comment assécher un mur en pierre? Je vais même préciser, remonter d'humidité. Tout se trouve sur le net. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode. Euh, hop. Alors, qu'est-ce qu'il est? Remonter par de tâches, sous une de forme sombre, d'humidité, d'efflorescence et provoque des dégradations comme le décollement des revêtements, le clocage, les enduits, les creusements de joints. On est exactement sur ce que je vous ai précisé tout à l'heure. Alors, comment assécher le mur? Alors, solution numéro 1. Réaliser un diagnostic complet. Très bien. Hop. C'est un peu de l'impro ce que je fais, mais bon. L'idée est là quand même. Alors, électrolyse dans le cours. Oui. Alors, très bon réflexe, on peut reprendre le cours. Hop. Mur en pierre. Matériau pierre. Connaissance du matériau pierre. Sulfin, calcin. Hop. Ici. Euh... Électrolyse. Vous l'avez trouvé où, lui? C'est juste, mais je le vois pas dans mon cours, du coup. Alors, je sais où il va être, mais j'ai pas envie de vous faire voir. J'ai dit ça de tête. Euh, Non, on va rester sur Internet quand même. Je préfère. Vous comprendrez plus tard pourquoi je préfère. Alors ça, on l'a vu. Alors, ah bah parfait. Alors, solution numéro 1. On va pas trouver. Bon, alors attendez. Parce que là, ça m'agace. Hop. J'arrête de partager l'écran. Je vais chercher un document que j'ai dans mes archives. Voilà. Hop. Et alors, je repartage mon écran. Alors oui, il faut se méfier de ce qu'on trouve sur le net. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai été chercher mon document à moi. Partager. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Alors les solutions pour nettoyer, enfin pour assécher un mur. Vous avez la solution numéro 1 d'où il y a une image ici, ce qu'on appelle le drainage. Donc ça, c'est ce qui est le plus couramment utilisé. L'idée, elle est simple, c'est de mettre un tuyau entouré par des graviers. Gravier qui laisse pénétrer l'humidité à l'intérieur et le tuyau permet de faire circuler ici un flux d'air. Deuxième solution, ce qu'on appelle le siphon atmosphérique. L'idée, c'est de perforer les trous, perforer les murs de manière à créer des, là encore, un flux d'air de manière à améliorer. Pas de voix de mon côté. Est-ce que vous m'entendez tous? Pas de voix de mon côté, à part Andrea. Oui, alors, je suis désolé, Andrea, c'est vous qui posez problématique. Bon, donc le siphon atmosphérique.
Ici, finalement, l'objectif, c'est de créer une circulation d'air de manière à assécher le mur. Ça, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Par contre, qui esthétiquement n'est pas forcément très joli. Troisième solution, la rase horizontale étanche. On va créer une rupture de remontée par capillarité en injectant à la rase un enduit étanche. Et enfin, l'électroosmose ou l'électrophorèse. Là, l'idée, de manière très simple, c'est d'arriver à, grâce à un principe d'électricité, arriver à supprimer l'eau qui est dans le mur, puisque l'eau réagit avec l'électricité, etc. Reprise de fondation. Très bien. Voilà l'idée. Hop. Y a-t-il des questions sur les murs en pierre? Alors, combien de temps faut-il pour assécher un mur? Alors, ça peut être entre beaucoup et très longtemps. Alors, un assèchement, ça sera la plupart du temps de manière naturelle, j'ai envie de dire. Et, euh, et cet assèchement naturel peut prendre un certain temps au vu de l'humidité qu'il peut y avoir dans le mur. Mais il faut tout de même faire très attention. C'est remonté par capillarité et c'est vraiment un point extrêmement important. Du coup, je vais vous faire voir une autre photo. Comme quoi, on faisait bien les choses quand même à Paris. Euh, qui est le dossier d'Andria. Regardez bien. Ici, on a mis des pierres taillées en sous-bassement. Alors ici, c'est carrément même sur le premier étage. L'objectif de ces sous-bassements, de ces pierres taillées, c'est de limiter toutes les remontées par capillarité. Puisque moins il y a de vide, moins il y a de remontées par capillarité. L'objectif de mettre des pierres taillées sur au moins les 50 cm, 1 mètre, est d'éviter toute remontée par capillarité. Je peux vous faire voir une photo aussi concrètement, thermiquement, ce que c'est qu'une remontée par capillarité. Vous allez voir, c'est terrifiant. Euh, hop, ça je ferme. Asus, travaux. Alors, cette fameuse maison. Alors, j'ai beaucoup de documents sur ma maison, puisque c'est ma maison et que j'y ai beaucoup travaillé. Alors, regardez bien ici. On peut zoomer. Est-ce que vous voyez la différence de couleur qu'il peut y avoir entre le bas de la photo et le haut? Alors ça, typiquement, on voit grâce à la caméra thermique l'air remonter par capillarité. Et vous voyez, donc ici ma maison, alors je peux vous faire une photo de la façade. Euh, où est-ce que vous pourriez voir ça? Sur quelle photo vous pourriez voir ça? Hum, hum, hum. Alors, voilà. Non, pas celle-là. Euh, e-learning. Pathologie. Voilà, regardez bien. Ici d'ailleurs on les voit là, les remontées par capillarité. Là. Vous voyez ces taches là? Chez moi ça a été traité puisqu'ils ont rehaussé la maison. Mais concrètement voilà ce que ça donne, remontée par capillarité. Quand je vous parlais de champignons, de taches noires. Voilà, voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple de... Alors là, même si les murs c'est de la brique, vous avez ici du clocage lié aux remontées par capillarité. Alors chez moi c'est particulièrement accru puisque j'habite au bord de l'eau. Mais voilà, vous avez ici, des remontées par capillarité. Ici, la tache rouge, là, que vous voyez sur le côté, c'est pareil. C'est de la remontée par capillarité. Alors, Elena est en train d'écrire. Si j'insiste beaucoup sur ces remontées par capillarité, c'est que c'est vraiment quelque chose de récurrent. Voilà. Et qu'un nettoyage de façade, c'est pas forcément la meilleure solution pour enlever des traces de champignons. Voilà.
concrètement ce qu'a voulu me faire croire un commercial il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, y a-t-il des matériaux qui supportent mieux les remontées de capillarité que la pierre? Alors, tout ce qui est, j'ai envie de dire, élément industriel le supporte mieux. Alors, ce qui est un élément industriel, c'est le béton et l'acier. Même si l'acier, il y a quand même des préconisations à prévoir. Mais voilà. La pierre, la terre, puisqu'il y a beaucoup de maisons faites en terre dans tous les pays du Maghreb et même de l'Afrique complète. Tout ce qui est pierre, briques, enfin briques sèches, terre, etc. Il faut faire extrêmement attention à ça. Le bois aussi. Le bois, si vous ne créez pas une coupure par remontée par capillarité, le pied de poteau en général c'est pourri. Et là on fait aïe aïe aïe. Voilà. Donc ça, c'est remonté par capillarité, c'est vraiment une pathologie qui est récurrente et sur laquelle il faut faire extrêmement attention. Alors si la pièce est une cave, le traitement est-il identique? Alors le traitement, alors si vous avez accès à l'extérieur du mur, enfin, de l'autre côté du mur de la cave, par un terrassement ou quoi que ce soit, vous pouvez faire du drainage. Par contre, si vous n'y avez pas accès, il y a d'autres solutions qui existent et c'est d'ailleurs pour ça que c'est fait. Certains bois ne craignent pas l'humidité. Oui. Oui, dès lors où ils sont traités de classe 4. Alors, je vous fais voir. Le bois, classement du bois, type 4. Hop, j'en prends un. Alors, c'est ce qu'on appelle du bois traité à cœur. Euh, et qui supporte très bien l'humidité. Et vous avez aussi certains bois qui sont naturellement plus résistants à l'eau, du type le chêne ou le châtaignier. Voilà, durabilité du bois. Et voilà, vous avez ici ce tableau là. Le classe 4, c'est vraiment pour les usages extérieurs. D'ailleurs, c'est un petit peu la pathologie qu'il y avait sur l'escalier en bois. C'était de la remontée par capillarité. Je crois qu'à Venise, on est construit sur du bois aussi. Oui. Alors, le bois a une particularité, c'est que le bois, dès lors où il est saturé en eau, il ne pourrit plus. Donc, tout bois qui est mis dans l'eau ne pourrit pas. Lors de la tempête de 99, la plupart des bois qui ont été coupés, enfin arrachés et coupés, ont été mis dans l'eau de manière à pouvoir les réexploiter après. Ça demande un séchage particulier ensuite, mais ça peut être, enfin, ça ne pourrit pas. Exemple très concret chez moi, les pieux sont en bois puisque s'ils restent dans l'eau, ils ne pourriront pas. Par contre, si jamais un jour j'ai une grosse sécheresse et que l'eau descend en dessous du niveau du bois, je peux d'ores et déjà prévoir des renforcements sur mes fondations. Et là, en l'occurrence, passer sur les micropieux puisqu'il y aura un réel risque pour l'ouvrage, d'un point de vue structurel. Voilà. Le document, il est pas mal. Si vous voulez, je peux le mettre sur sur le site du CNAM. Je sais pas si ça vous intéresse. C'est les masses volumiques aussi. Allez, c'est parti. Je l'enregistre et je le mettrai tout à l'heure. Enregistré. C'était pas prévu comme ça, mais bon, malgré, ma foi, on est tombé dessus. Alors, rehausser pour les capillarités. Alors, chez moi, ils ont rehaussé. Je n'ai pas dit que c'était la solution, hein. Mais chez moi, là, et sur les photos que je vous ai fait voir, la maison a été rehaussée de 60 centimètres. Alors ça, c'est d'une part pour la remontée par capillarité, mais c'est aussi, deuxièmement, si jamais il y a une inondation, ça permet de voir l'inondation arriver et de se protéger des petites inondations, j'ai envie de dire. D'autres questions? Au contraire, hein. Là, aujourd'hui, on est vraiment là pour ça. C'est même dommage qu'il n'y ait pas plus de participants, parce que l'objectif, c'était vraiment d'échanger. Parce que moi, c'est pareil, hein, je n'ai pas toutes les solutions, il y a des choses que je ne connais pas. Et si vous avez d'autres préconisations à prévoir, n'hésitez pas.
Là, l'objectif, c'est que je suis vraiment parti de vos documents. C'était d'ailleurs là-dessus que... Enfin, c'est ce que je vous avais indiqué. Pour ça aussi que le cours est aussi improvisé finalement, et un peu moins carré que les autres fois, c'est parce que là, on part de vos documents, qu'on part... Voilà, l'objectif est là. Non, pas d'autres questions? Bon, alors on va faire le dernier document que je trouve assez intéressant. Non, pas celui-là d'abord, il y en a un autre. Il y en a un autre que j'ai... Alors, je l'ai mis à ne pas refaire. Je l'ai appelé à ne pas refaire. Pourquoi? Alors, euh, alors l'auteur, là, donc utilise, qui est Christine, qui est là d'ailleurs, c'est très bien. L'auteur utilise vraiment les éléments que j'ai donnés, etc. Très très bien. Ici, donc, indique qu'il y a une fissure de type coup de sable, que c'est lié à un tassement différentiel, qui est très très bien. Voilà, réparation. Ah, et là, la problématique, elle arrive là. Alors, Christine indique que il y a des fissures qui sont apparues liées à un tassement de sol. Elle dit aussi explicitement, c'est marqué, que les fissures ne sont plus évolutives. J'ai fortement insisté sur le chapitre 10 du pourquoi l'analyse de risque est extrêmement importante. Et là, Christine, désolé hein, Christine, je balance, mais Christine nous met en œuvre des renforcements par chaînage, et alors que la fissure n'est plus évolutive et en aucun cas il y a un risque structurel sur l'ouvrage. Donc ça signifie que Christine demande à réaliser des travaux qui sont quand même assez lourds sur une fissure qui ne risque, enfin qui n'évolue plus et qui ne provoque pas et qui ne risque pas de provoquer de désordre structurel. Et moi là où je suis assez mécontent et j'insiste, hein, pourquoi faire dépenser des sous à un client alors que sa maison ne risque rien? La seule pathologie ici, elle est esthétique. L'analyse de risque, elle est esthétique. Elle n'est en aucun cas structurelle. Et vous faites dépenser des sous au client pour qu'il répare, enfin qu'il renforce sa structure, alors que la maison n'est pas, enfin ne présente aucun risque structurel. Par contre, là, moi, il y a un autre truc qui me paraît beaucoup plus intéressant à traiter, c'est ici ce linteau là, qui est fissuré. Ici, ce linteau, lui, il est peut-être à remplacer, parce qu'une fissure sur toute la hauteur qui, euh, qui est prête à partir, ça, c'était intéressant de le traiter. Par contre, renforcer la structure par un espèce de chaînage, j'y vois pas forcément trop d'intérêt. Alors, Christine, je l'ai traité. Oui, supprimer. Alors oui, vous avez prévu le remplacement du linteau. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi prévoir l'arme atomique? Là encore, hein, j'aime bien ce terme, parce que ça, c'est des travaux qui sont assez lourds, conséquents financièrement, d'un point de vue travaux, c'est pas à la portée de tout le monde. Et pour une fissure qui n'est plus évolutive sur les murs à proprement parler. Alors soit il y a un truc que j'ai pas compris sur le rapport, ce qui est largement possible, soit, euh, soit je n'ai pas bien compris en fait. Alors oui, la fissure n'est pas évolutive, vous l'avez marqué. Alors je sais plus où, mais vous l'avez marqué, je l'ai lu. Alors vous avez raison, je sais pas si j'ai raison, mais voilà, moi je suis pas là pour remettre en cause vos choix, je suis là pour les comprendre. Moi je me mets à la place d'un client, je vois un tel rapport, je dis mais pourquoi il veut me faire dépenser des sous? Le nerf de la guerre, c'est les sous, hein. Alors, j'attends la réponse de Christine. Alors, la fissure me paraîtrait très importante et nécessaire à corriger, mais l'argument écho et le fait qu'elle n'en soit pas évolutive est tout à fait normal. Alors,
Je sais pas si c'est un point sur lequel j'avais fortement insisté sur le cours ou pas. Une fissure est dite importante dès lors où, sur un mur, je parle, dès lors où on peut y mettre le doigt. Voilà, structurellement, une fissure commence à être importante dès lors où on peut y mettre le doigt. Visiblement ici, je peux pas y mettre mon doigt en travers. Voilà, sur les photos qui sont ici. En haut, si. Ici, 2 cm d'écart. D'accord. Alors là, en effet, il y a peut-être un renforcement à faire. Par contre, donc je vais finir mon explication. Donc c'est aussi. Alors sur du coup, ça, vous auriez pu le marquer. La largeur de la fissure, elle est de 2 cm ici et d'un demi centimètre en bas, je sais pas, hein. Je l'ai indiqué. Alors décidément, j'ai vraiment mal lu les rapports. Euh, Bon, ok. J'ai vraiment mal lu les rapports. Et en plus, c'est enregistré. Regardez sur le schéma. Euh, 1 mm en pied, d'accord. Et 2 cm en tête. Bon, ok. J'ai vraiment mal lu les rapports. Je m'en excuse, hein, Christine. Mais ouais, bon. L'idée est quand même là. Bah si, c'est pas de problème. Si, moi, ça me met en porte-à-faux autant par rapport à vous, par rapport aux futurs auditeurs. Et puis j'ai l'impression d'avoir mal fait mon boulot. Et ça me met plutôt mal à l'aise, par contre. Bon, changeons de sujet. Revenons à notre fissure. Donc celle-là, là, elle est dommageable puisqu'elle ne fait pas 2 cm, mais vraiment elle est sur toute la longueur, toute la hauteur de l'élément à proprement parler. Là, ça devient dommageable. On aura exactement la même problématique si le linteau avait été en bois. Une fissure dans ce sens-là sur du bois, c'est grave, alors qu'une fissure, je vais revenir sur Paint, dans ce sens-là, si elle est même de 2 cm, dans ce sens-là, là, c'est pas forcément très grave. Ok? Et une fissure sur un élément global, si dès lors on ne peut pas y mettre le doigt, c'est grave, mais il y a pire dans la vie. Je ne sais pas si je suis assez clair sur mes propos. Euh, Après, ce qui est vraiment important sur une fissure, c'est, et j'insiste une fois de plus, c'est est-ce qu'elle est évolutive ou non. Et là, voilà, vous dites qu'elle n'est plus évolutive, ça signifie que le bâtiment s'est tassé. Il a bougé à un moment donné, il s'est tassé, il s'est mis en place. Et voilà, pourquoi sortir des travaux lourds s'il n'y a plus de risque pour la structure? La question est là. Alors, argumentairement, voilà, l'argument est là. Bon, après, s'il y a plus de 2 cm, c'est à voir de plus près. Et je peux pas dire que j'ai suffisamment bien lu le rapport pour le coup, au vu des erreurs que j'ai faites tout à l'heure, pour dire si c'est grave ou pas. Voilà. Ok pour ça? Et dernière question. Alors du coup, on va pas tenir une heure quand je vois l'heure, mais dernier rapport qui est que j'ai reçu tout à l'heure. On est sur une maison, alors sur une maison ici à Colombage, avec un rez-de-chaussée ici composé de pierres. Alors, moi, il y a deux choses que j'ai vues sur ce rapport. Donc déjà, il y a ici des petits schémas. Mécaniquement, elle essaie de démontrer comment fonctionne le bâtiment, ce qui est très très bien. Par contre, alors en le lisant en travers, on a l'historique, très bien. On a l'analyse structurelle, comment le bâtiment fonctionne, excellent. Par contre, je n'ai pas le sentiment de voir une pathologie concrète. Voilà. La pathologie, j'avais insisté, on est sur un état des lieux au moment où on a fait la visite. Et là, concrètement, où est la pathologie? Voilà. Alors ensuite, je vois les mots moisissure. Donc là, a priori, on est sur des remontées par capillarité, peut-être, si c'est là. Alors moi, si j'ai bien lu le rapport, hein, parce que si j'ai bien lu le rapport, on est sur la pathologie, elle se situe sur la poutre là. Andrea, est-ce que c'est juste ce que je dis ou pas? Parce qu'Andrea était là tout à l'heure. En partie, oui. Où se situe le reste de la pathologie? Alors j'ai vu que le mur s'écartait, qu'il y avait eu un chaînage qui avait été mis ici. D'où l'explication du fonctionnement structurel.
Alors, sur le fait qu'il y ait beaucoup de nous autour, mais aussi par rapport au chevauchement possible de fondation avec les autres bâtiments. Alors oui, en effet, il y a sur ce type de bâtiment, il y a en général qu'un type ici de fondation pour les deux bâtiments. Et avec un peu de chance, il y a même des caves en dessous, ce qui peut encore plus poser de problèmes. Ce genre de bâtiment là, il faut y faire attention aussi, puisqu'on est sur des structures triangulées qui sont, et là on le voit très très bien, qui sont finalement des parties monoblocs. Celui-là fait le contreventement de celui-là. Vous voyez, il n'y a pas de croix de Saint-André sur ce bâtiment-là. Alors, quand vous travaillez sur un ouvrage, genre, exemple, démolition de ce bâtiment-là, pour une raison d'urbanisme ou je ne sais pas quoi, et que vous êtes sur ce bâtiment-là, c'était ça que je voulais vous faire voir sur cette photo, vous risquez de mettre en péril ce bâtiment-là. Travailler sur un ouvrage, c'est bien. Travailler sur l'ouvrage d'à côté, c'est aussi intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, moi sur ma maison, parce que j'ai regardé ma conférence, voir si j'avais été clair ou pas. Je parle de... attends, il n'y a pas de voisin. Voilà. Là, si vous détruisez ce bâtiment-là, pour une raison tout à fait anodine, urbanisme, etc., vous mettez aussi en péril ce bâtiment-là. Il y a une deuxième pathologie, c'est que si vous ne prenez pas soin de ce bâtiment-là, vous mettez aussi en péril celui-là, etc., etc. Puisque c'est celui-là qui permet de stabiliser celui-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ou pas du tout? Alors ça, c'est le genre de petites choses qui paraissent évidentes quand on les voit, mais on peut passer à côté, quoi. Donc voilà, je voulais vous mettre un petit peu sur... vous dire attention sur ça, quoi. Ok? Donc moi, j'ai tenu 1h10 avec autant d'erreurs que j'ai faites. Maintenant, moi, j'ai plusieurs... Alors, oui, les bâtiments, ils ont certainement été conçus en même temps. Si on va là-dessus, là, il y a un bâtiment typique à Limoges. Euh, alors, j'ai plus le nom de la rue. Mais voilà, il y avait toute une série de bâtiments à colombage comme ça. Ils ont enlevé le dernier et tous les autres se sont décalés d'environ 10 centimètres en tête, 10-15 centimètres en tête. Et du coup, tous les planchers ne sont plus droits, il n'y aura plus rien de droit. Ce qui peut poser une réelle problématique quand même pour les propriétaires. Elena est en train d'envoyer une autre question. Alors, j'aurais une concerne que je vous ai donnée. On réduit l'enduit de ciment. On retire l'enduit en ciment. Ensuite, quelles sont les préconisations? Alors, pour moi, retirer l'enduit en ciment, c'est une très bonne chose. Ensuite, il faut assécher la pierre, concrètement. Et vérifier, alors ça, c'est si on a de l'argent, mais vérifier si la structure n'a pas été mise en péril. Puisque le cloquage de la peinture, c'est vraiment le premier point visible. Et il y a certainement d'autres trucs qui ont été mis en péril. Et ensuite, oui, en effet, la chaux hydraulique, c'est idéal. Laisser respirer la pierre. L'objectif est là. Et j'ai même envie de dire, entre le moment où on retire le ciment et le moment où on met la chaux hydraulique, laisser passer un été. Exemple, retirer l'enduit ciment en printemps et remettre la chaux hydraulique en début d'automne. De manière à bien assécher la pierre, la laisser respirer au maximum. Voilà. Parce que la chaux n'est juste qu'une protection à la pierre. Mais il faut laisser respirer la pierre et la terre. Voilà. Euh, ok, d'autres questions, d'autres interventions, n'hésitez pas. Là, vous l'avez vu, j'ai fait le courant direct puisque j'ai travaillé à partir de vos éléments. L'objectif, c'est vraiment créer une espèce d'émulsion, créer une espèce de catalogue. Voilà, l'idée, elle est là, quoi. D'autres choses sur lesquelles vous avez été surprise, peut-être. Voilà, l'idée est là. Alors, c'est bien de voir des exemples. Oui, c'était ça l'objectif de ce chapitre, c'était de voir un maximum d'exemples.
Moi, j'ai sorti les cas qui me paraissaient les plus courants, de manière à ce que vous les ayez en tête. Après, il y a des trucs, c'est un petit peu tiré, enfin, pas dans vos chapitres, hein, mais il y a des pathologies qui sont tellement tirées par les cheveux que si moi je viens, j'aurai une version, si vous venez, une autre version, et c'est d'ailleurs la problématique des rapports d'expertise, c'est que on peut être 15 autour de la table et avoir 15 avis différents. Mais là, il y a des sujets qui sont courants. Voilà, on va dire ça comme ça. Que pensez-vous des autres sujets? Alors, j'ai vu des choses bien, des choses un peu moins bien. Euh, à mon sens, il y a la méthodologie que j'ai essayé de donner, constat, analyse, conclusion, elle n'a pas été assez mise en valeur sur la plupart des rapports. Bon, par contre, il y a des très bonnes choses, hein, faut pas dire, hein. Moi, par contre, voilà, si la question que j'ai à vous poser, du coup, c'est est-ce que structurellement ça vous apporte des choses? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous posez des questions? Est-ce que voilà, la question elle est là. L'objectif c'est concrètement d'avoir une réelle interactivité durant la dernière demi-heure, quoi. L'objectif il est là. Ce chapitre 11 il était là. Vous donnez des exemples, vous donnez un catalogue, avoir une interactivité, profiter des expériences de chacun. Euh, je vais supprimer mon partage d'écran. Hop, alors je vois que c'est en train de commenter. Alors en effet, c'est un module très intéressant et très vaste. Qui demande d'autres connaissances, telles que les RDM, je suis totalement d'accord, et une compréhension des ouvrages. C'est surtout ça en fait. C'est pas forcément de l'RDM, mais c'est de la compréhension. C'est dur de ne pas se disperser, je suis assez d'accord aussi, puisque c'est vraiment vaste. Et de toute façon, le monde du bâtiment est vaste, et là, on est en train de travailler sur 1000 ans de bâtiment, et forcément, c'est compliqué, quoi. Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette méthodologie, mais j'insiste une fois de plus, alors je dis pas qu'elle est extraordinaire, mais n'empêche qu'elle fonctionne cette méthodologie. Je constate, je comprends mon bâtiment, comment il fonctionne, sur quoi je peux m'appuyer. J'analyse mes pathologies, j'analyse le risque, et je conclus en préconisant des travaux qui sont compatibles avec mon bâtiment à l'heure actuelle. Alors l'avenir du bâtiment ancien. Dans le cours, je vous l'ai mis, il y a un tiers du bâtiment, du patrimoine français qui date d'avant 48. Ça signifie un tiers des bâtiments à remettre aux normes, par exemple, thermiques. Ça signifie qu'il y a un tas de bâtiments à rénover, puisqu'on a une durée de vie de 25 ans, catégorie S4 sur les Eurocodes, je ne sais pas si vous vous souvenez, les travaux sont faits pour 25 ans. Ça signifie qu'une grande partie des réparations qui ont été faites sont à refaire d'ici peu de temps. Voilà, et le bâtiment ancien, on est tous attachés à nos vieilles pierres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des architectes de bâtiments de France, c'est pour ça on est attaché à notre patrimoine, on est attaché à notre passé. Et l'avenir du bâtiment ancien, il est là, quoi. Et c'est pour ça que ne pas mettre en péril des bâtiments par de la maladresse, je vais dire ça comme ça, ou par la non-connaissance des bâtiments anciens, ça peut être dangereux, ça peut être. Voilà. Et du coup, y faire attention et avoir certaines notions, pour moi, à mon sens, ça me paraît primordial. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Emmanuel? Ah, alors je disais, à mon sens, conserver les bâtiments anciens sur lesquels on est attaché, ça a une certaine importance. Et là, je vais me répéter, économiquement, ça a une réelle importance, puisque finalement, si un tiers du patrimoine
français date d'avant 1948, ça signifie qu'un tiers de nos chantiers enfin, seront sur des bâtiments d'avant 1948. Voilà, de manière concrète et claire. Est-ce que ce coup-ci, vous avez entendu, Emmanuel? Très bien. D'autres commentaires? L'objectif, c'est vraiment cette interactivité. J'insiste. Alors, j'ai un catalogue. Ok, je bloque sur le calcul de mu. Ok. Un formulaire, je trouve pas comme vous. Impossible de comprendre d'où vient l'erreur. Pouvez-vous m'aider? Alors, pas de souci, j'ai déjà commencé à vous répondre par mail sur ce sujet. Je peux continuer. Ok, Christine? Ok. D'autres questions? D'autres exemples de pathologies que vous auriez vues dans votre vie professionnelle, personnelle, qui pourraient potentiellement intéresser des gens? Alors, la mérule, vilain champignon. Oui, alors ça, je l'ai traité dans le cours. Qui peut entraîner, oui, des reprises de charpente, ouais, malheureusement. Euh, Alors, le tassement, ouais, j'en ai beaucoup parlé aussi. Le tassement différentiel, c'est vraiment une plaie dans nos vies de tous les jours. Dès lors où vous faites de la construction ancienne, ouais, c'est une plaie, les tassements différentiels, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai aussi autant parlé. D'autres marques? Bon. Ah, si, dernière remarque. Alors, ben, bonne soirée à tous, c'est exactement ce que j'allais dire. Je vais éteindre l'enregistrement. Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne soirée. Pour moi, j'ai envie de dire, la partie structure est terminée. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite un très bon courage pour les deux autres parties du module qui sont électricité et thermique. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.